Aujourd'hui, on rentre dans le domaine du traitement de la parole. Donc, le crime a une longue tradition, en fait, dans le traitement de la parole. À, enfin, le crime a servi même d'incubatoire à plusieurs projets ou plusieurs technologies au cours des années. Et un de nos grands représentants ici, c'est Gilles Boulian, OK, qui est là quand même depuis longtemps et qui est un acteur assez important, un acteur très important au crime. Dans ce domaine. Donc, Gilles est un chercheur senior, en traitement automatique de la parole. Il est aussi le coordonnateur en ce moment de cette expertise-là, au sein du crime. Il a un doctorat en génie, de l'ETS, une maîtrise en télécommunications de l'INRS télécommunications. Depuis son arrivée au crime en 1998, Gilles effectue de la recherche en traitement de signal, du signal audio et en reconnaissance de la parole et du locuteur. Donc, il a dirigé de nombreux travaux en reconnaissance de la parole dans plusieurs grands projets collaboratifs, donc qui ont aussi dépassé les cadres du crime et et qui ont impliqué partenaires industriels et universitaires. Il s'intéresse particulièrement à l'intersection des approches probabilistes bayésiennes et de l'apprentissage profond, ainsi qu'aux méthodes d'apprentissage peu ou pas supervisées. Donc, ah, je dirais que cette biographie-là ne reflète pas l'étendue de ce que Gilles a accompli, que ce soit d'un point de vue théorique, dans l'ingénierie, ou même la programmation propre au machine learning. Mais je pense sur ce, je lui laisse la parole à Gilles, à ton tour. Bon, merci Oman pour cette présentation un peu trop dithyrambique, je dirais, mais euh, bon, ben, bienvenue tout le monde. Mon sujet aujourd'hui, ça va être la modélisation de la langue. Et j'ai choisi un exemple un peu particulier qui est l'Inuktitut. On va voir pourquoi exactement. Voilà. J'ai choisi cet exemple-là pour un peu brasser la cage, pour qu'on se pose des questions sur des questions de base là, sur la modélisation du langage. Et naturellement, avant de faire ça, il va falloir que j'explique un peu quand même c'est quoi un modèle de langue et surtout qu'est-ce qui arrive quand on est confronté avec les données brutes. On n'en dit pas quand on a déjà des documents textuels déjà préparés, déjà bien traités. Et on va voir que ça pose, en particulier l'Inuktitut, que ça pose des questions un peu spéciales. Et on va voir les réponses que nous, on a tenté de fournir à ces questions-là. Et on va voir finalement où ça nous a mené, peut-être le chemin qui reste à faire. Donc, le contexte plus global, je dirais, c'est qu'on entre en ce moment dans la décennie des langues autochtones que l'UNESCO a programmée. Et le but de cette proclamation, c'était d'attirer l'attention sur la situation critique de nombreuses langues autochtones et surtout trouver les moyens pour les préserver, les revitaliser, les promouvoir. Donc, nous, on s'inscrit un peu à notre humble manière dans cette décennie-là. En fait, de manière un peu moins globale, nous, notre sujet de prédilection dans notre équipe au crime, c'est la reconnaissance automatique de la parole. Donc, le sujet de la présentation, c'est la modélisation du langage, mais ça va être dans ce contexte très spécifique-là de la reconnaissance de la parole. Et en particulier, notre intérêt depuis quelques années, c'est de développer des technologies pour les langues qui ont peu de ressources. Pourquoi? Parce que dans nos travaux, en particulier avec les PME, les entreprises, on se retrouve souvent dans des situations où on n'a pas assez de données. Et donc, on tente de développer cet aspect, cette capacité de travailler dans des situations où on a vraiment peu de données. Et on le fait en travaillant sur les langues du monde. Et en particulier, on a travaillé 2 ans comme partenaire dans un projet avec le CNRC sur les technologies langagières, mais pour les langues autochtones du Canada. Donc, les exemples de l'Inuktitut, entre autres, ça va provenir un peu de ces travaux-là. Je voudrais aussi préciser que mon expertise, ce n'est pas la modélisation du langage. J'ai des collègues au crime qui sont beaucoup plus experts que moi là-dedans, mais c'est un outil dont on a vraiment besoin en reconnaissance de la parole, c'est une composante importante. Donc, il faut quand même qu'on soit capable d'en développer pour notre utilisation à nous. Et aussi,
on va voir surtout le travail qu'on doit faire quand on a un corpus brut qui n'est pas déjà tout mâché, pas déjà tout nettoyé, comme on voit souvent dans les tutoriels où les gens utilisent des corpus comme le Wikitext là, qui sont déjà très propres. Donc, ils ne rencontrent pas les problèmes qu'on rencontre tout de suite quand on veut modéliser le langage. Donc, mon but, c'est de montrer comment on aborde le problème quand on part de zéro, finalement. Et en posant surtout les questions de base. Donc, on fait souvent des présuppositions, on a des hypothèses cachées et on va essayer de les faire ressortir. Euh, Surtout quand on va les voir, ils vont ressortir tout seuls, finalement, parce qu'on va faire affaire avec une langue très différente de l'anglais ou du français. Donc, c'est pour ça précisément que j'ai choisi l'Inuktitut. C'est très différent parce que c'est ce qu'on appelle une langue polysynthétique. On va voir un peu plus tard ce que ça implique. Puis aussi, là, on voit Inuktitut. Là, ce n'est pas une coquille. On entend habituellement Inuktitut. Bon, Inuktitut, c'est en fait c'est un des 7 dialectes qui sont parlés au Canada. Donc, l'Inuktitut, ça recouvre tous ces dialectes-là. Donc, c'est le langage parlé par les Inuits. En fait, nous, en réalité, les données qu'on va avoir, ça va être précisément de l'Inuktitut du Nunavut, là, qui est à proprement dit de l'Inuktitut. Mais quand on veut parler de la langue en général, c'est l'Inuktitut. Ah oui, ben c'est ça, on voit un peu la répartition. Là. En bleu, en fait, c'est les deux dialectes principaux. Alors bon, je vais d'abord vous expliquer brièvement c'est quoi un modèle de langue et surtout pourquoi on en a besoin, nous, en reconnaissance de la parole. Donc, c'est pas très compliqué, là, c'est simplement, on en a besoin pour modéliser la probabilité de suite de mots. Et surtout en reconnaissance de la parole, on a souvent on doit comparer des suites de mots qui sont homophones, donc sont exactement composés de la même suite de sons, comme dans l'exemple ici, il mange un pain, P-A-I-N, ou il mange un pain, P-I-N, ou il, au milieu de l'océan, mange au pluriel un pain. Donc, on veut un modèle de langue qui puisse donner une bonne probabilité à la phrase, la première version, il mange un pain parce que c'est plus probable. Il mange un pain, P-I-N, ça devrait avoir une probabilité moins élevée. Et l'île au milieu de l'océan qui mange un pain, ben, elle devrait avoir une probabilité encore plus basse parce que non seulement c'est sémantiquement improbable, mais c'est aussi syntaxiquement impossible. Donc, quand on parle de modèle de langue, en général, on veut dire, en fait, on désigne un modèle particulier qui est un modèle de prédiction, c'est-à-dire qui ne nous donne pas la probabilité de toute la séquence au complet, mais qui, en fait, nous permet de la calculer, mais à partir d'une décomposition qui nous donne la probabilité pour chaque mot, étant donné les mots qui le précèdent. Donc, H, c'est ce qu'on appelle l'historique. Donc, c'est un mot individuel. C'est quoi sa probabilité si je connais tout l'historique qui est des mots qui sont apparus avant. Et on veut ça pour tous les mots qui appartiennent à un vocabulaire donné. Donc, pour avoir la probabilité de notre phrase « il mange un pain », ben, on va juste multiplier ensemble la probabilité de « il », ensuite la probabilité de « mange » étant donné l'historique « il », et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait la probabilité de « il mange un pain » au complet. Le problème avec cette approche-là, brute comme ça, c'est que chaque probabilité, c'est un petit nombre. Si on les multiplie ensemble, on obtient un nombre encore plus petit. Donc, on a développé, juste parce que c'est plus pratique, d'autres expressions qui reflètent la même idée, mais qui sont un peu plus simples à écrire. En particulier, ce qu'on appelle l'entropie, qui s'exprime en bits par mot, c'est simplement la quantité d'informations qui est nécessaire pour prédire le mot, étant donné l'historique. Donc, c'est la même chose que la probabilité, mais exprimée différemment sous forme d'entropie. Et ce n'est pas nouveau, c'est Shannon qui a proposé cette façon-là de faire dans un article en 1950. En fait, lui avait trouvé, il y a plusieurs façons de le faire dans son article, mais une des façons, c'est d'essayer de faire prédire la prochaine lettre par des humains. Et donc, il a utilisé la prédiction des humains pour calculer l'entropie de l'anglais. Il est arrivé à une valeur de 1,8 bits par mot.
On utilise aussi une autre façon souvent d'exprimer exactement la même quantité, mais sous sa forme exponentielle, on pourrait dire. C'est-à-dire que au lieu de l'exprimer en bits par mot, on exprime en combien de mots en moyenne on doit examiner pour prendre des décisions. Autrement dit, on a un historique et c'est équivalent à avoir le choix parmi combien de mots. Donc, le 1,8 bits par mot de Shannon, ben, ça se traduit directement en perplexité par le chiffre de 3615. Donc, en moyenne, pour prédire le prochain mot en anglais, quand on a déjà son historique, on a à peu près l'équivalent de 3500 possibilités. Donc, le modèle de prédiction, dans le fond, c'est un ensemble de probabilités et on peut les estimer de différentes façons. Il y a des modèles N-gram, des réseaux neuronaux. Mais ce qui est important pour l'instant, c'est que tous ces modèles-là, on peut les estimer à partir du texte uniquement. Donc, il suffit d'avoir un gros corpus de texte et on va pouvoir estimer notre modèle de prédiction, calculer toutes ces probabilités-là. Donc, mais en reconnaissance de la parole, à quoi ça sert exactement? Ben, en fait, il y a deux raisons. Bon, la première raison, c'est quand on utilise ce qu'on appelle les modèles bayésiens. En fait, eux, on nous permettent de calculer la probabilité d'une suite de mots étant donné qu'on a entendu une certaine suite de sons. Et la façon de le faire pour ces modèles-là, c'est de décomposer ça en deux modèles. Donc, on a un premier modèle acoustique qui, lui, fait juste la correspondance entre les sons et les mots, sans imposer de contraintes sur les mots. On fixe la suite de mots et on trouve la probabilité des sons. Et l'autre partie qui est composée avec, c'est exactement notre modèle de langue, comme on vient de le décrire, qui nous donne la probabilité pour la suite de mots. Ce n'est pas la seule façon de faire la reconnaissance de la parole. Il y a aussi ce qu'on appelle les modèles de bout en bout, qui sont typiquement des modèles neuronaux, et qui, eux, nous donnent directement la probabilité de la suite de mots quand on observe la suite de sons. Et pour l'entraîner, ce modèle-là de bout en bout, on utilise uniquement des transcriptions, des enregistrements audio et les transcriptions correspondantes. Le problème, quand on fait face à des langues peu dotées, des langues pour lesquelles on a peu de données, ben, on a peu d'enregistrements, donc on a peu de textes de transcription. Donc, quand on entraîne notre modèle de bout en bout, on peut utiliser seulement ces enregistrements et les textes correspondants. Alors qu'en pratique, c'est facile de trouver du texte tout seul, sans enregistrement. Et typiquement, je peux donner un exemple, par exemple, tiré de la base de données qu'on a utilisée une compétition, OpenESR 21. C'est juste 4 langues parmi les 15. Mais ce qu'on constate, c'est que dans les transcriptions, on a un certain nombre de mots. Ici, dans ces 4 exemples-là, on a peut-être des dizaines de milliers de mots comme corpus pour chaque langue. Mais on a aussi beaucoup plus facilement accès à juste des textes. Puis à ce moment-là, c'est plutôt des dizaines de milliers de mots. Donc, en texte uniquement, on a souvent des centaines de fois, sinon même plusieurs milliers de fois là, pour certaines langues. Donc, des quantités beaucoup plus grandes de données de texte seulement. Donc, ça serait un peu triste de ne pas pouvoir utiliser cette riche source d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on veut pouvoir utiliser des modèles de langue qui, eux, ont besoin de texte seulement pour complémenter l'information qu'on a avec juste les enregistrements sonores. Donc, maintenant qu'on a vu c'est quoi le modèle de langue et un peu à quoi ça sert en reconnaissance de la parole, ben, on va s'attaquer au problème lui-même. Quand on se retrouve devant les données brutes, comment on s'y prend? Et ce qu'on voit ici à l'écran, c'est nos données brutes en Inuktitut, c'est-à-dire des textes en caractères syllabiques. Bon, c'est un peu pour essayer de vous impressionner parce qu'on peut aussi avoir une version en caractère latin qu'on peut au moins, bon, on peut au moins lire les caractères là, sans comprendre les mots. Mais à la base, quand on a commencé, en fait, on avait uniquement des textes en caractère syllabique. Donc, il faut partir avec ça. Et en fait, pour être un peu plus précis, ce qu'on avait, c'est deux sources de données différentes. Donc, une première source d'enregistrement audio, fait 81 heures, avec les transcriptions correspondantes qui nous avaient été fournies par le centre P. Orvik.
ça correspondait à peu près à 172 000 mots. On avait aussi des débats de l'Assemblée législative uniquement sous forme de texte. Et c'était pré-traité par notre partenaire, le NRC, qui, eux, font de la traduction automatique. Donc, on avait ces textes-là. Ce qui est à noter, c'est que c'est deux sources très distinctes, c'est-à-dire que les enregistrements, c'est des histoires orales. Et ça, c'est notre domaine dans lequel on va faire la reconnaissance de la parole. Et en dehors de ce domaine-là, les transcriptions des débats parlementaires, qu'on appelle les Hansard, c'est juste des textes, puis c'est surtout un domaine très spécifique, avec un vocabulaire très précis, et très stéréotypé aussi. Il y a beaucoup de phrases qui reviennent souvent, comme Monsieur le Président, par exemple. Donc, c'est deux sources qui ont des caractéristiques très distinctes. Donc, on les considère comme deux domaines distincts. Et ce qu'on va faire, et ça, c'est typique en fait pour toutes les langues peu dotées, c'est qu'on va faire un pré-traitement sur le texte. Il y a quelques petites normalisations qu'on va faire, mais on va essayer de minimiser ça le plus possible. Une des raisons, c'est qu'on ne connaît pas la langue du tout. Donc, on ne peut pas vraiment examiner et trouver des problèmes manuellement. Et on veut laisser peut-être le travail le plus possible au modèle, qui, pour eux, de toute façon, ça ne fait pas c'est pas important de ne pas connaître la langue. Mais il y a quand même des choses qui sont communes à toutes les fois, c'est qu'en particulier, tous les textes maintenant aujourd'hui, c'est en UTF-8. Il faut faire la normalisation Unicode, c'est important. Parce que le même caractère Unicode peut être représenté en Unicode, le même caractère, par exemple, le caractère syllabique en Inuktitut, peut être représenté de plusieurs manières en Unicode. Ça peut être composé de 2 ou 3 éléments, ou simplement de 2 éléments, ou d'un seul élément qui représente la combinaison des trois. Donc, si on veut être capable de reconnaître le caractère sous ses diverses formes, il faut normaliser. Et l'autre problème très fréquent aussi dans les langues peu dotées, c'est qu'il y a souvent des caractères qui sont empruntés d'autres langues, qui doivent être utilisés dans les mots empruntés. Donc, il faut trouver une solution. Pour chaque langue, c'est un peu différent. Là. Dans le cas de l'Inuktitut, c'est qu'on a mappé, on a traduit ces caractères-là en caractères de l'écriture syllabique qui était proche phonétiquement. C'est une approximation, mais c'est le genre de choses qu'on doit faire typiquement. Et évidemment, ensuite, une fois qu'on a fait ce pré-traitement-là, il faut diviser nos données, il faut les partitionner en ensembles distincts pour entraîner nos modèles et ensuite le développer. Ici et souvent, on se garde une partition de test. Le développement, ça sert à peaufiner les hyperparamètres, mais aussi à vérifier l'efficacité des modèles. On essaie de garder distinct en reconnaissance de la parole, distinct en locuteur, aussi distinct en domaine. Et ça nous donne une meilleure idée de ce qui va se passer quand on va l'appliquer sur des données tout à fait nouvelles. Qui serait, par exemple, le test. Nous, on n'a pas réservé d'ensemble de tests dans ce cas-là parce qu'on est en mode exploratoire, mais normalement, si on a un modèle final à fournir, ben, on va l'évaluer sur une autre partition distincte de la partition de développement. Donc, on commence avec ces données-là. Ça fait que la première chose qu'on fait, c'est une première analyse. Je vous rappelle, c'est une langue qu'on ne parle pas, l'écriture ne nous est pas familière, donc il faut commencer par faire des examens grossiers. Donc, la première chose qu'on fait, c'est simplement le compte du nombre total de mots, donc d'occurrences de mots, de tokens, comme on dit en anglais, pour avoir la taille de notre corpus. Mais l'autre élément tout de suite évalué, c'est le nombre de mots distincts, donc le nombre de types dans nos textes, ce qui correspond à ce qu'on appelle normalement le vocabulaire. Parce que le ratio entre ces deux nombres-là, ça nous en dit quand même beaucoup sur le langage. Donc, c'est le ratio entre le nombre de mots dans le vocabulaire et le nombre de mots qui apparaissent au total dans le texte. Évidemment, si le ratio est très proche de 0, c'est qu'on a très peu de vocabulaire. Et un ratio très proche de 1, c'est que les mots apparaîtraient presque une seule fois. C'est plus facile à comprendre là, si on fixe la taille d'un corpus. Donc ici, j'ai fait cet examen.
Donc, j'ai créé 4 corpus de 50 000 mots. Et bon, pour l'anglais, dans un texte de 50 000 mots, on a trouvé 5 500 mots de vocabulaire. Donc, le ratio type to text, c'est 0,11. Pour le français, et c'est comme on peut s'y attendre, dans les 50 000 mots, il va y avoir 8 000 mots de vocabulaire. C'est un peu plus élevé. Et en reconnaissance de la parole, ça nous cause déjà des problèmes parce que, à cause des accords, des différentes conjugaisons d'un verbe qui sont beaucoup plus nombreuses qu'en anglais. Et ça se reflète aussi dans le ratio qui est un peu plus élevé que l'anglais. Une autre langue autochtone avec laquelle on a travaillé, le cri, là, pour les 50 000 mots de vocabulaire, on a 50 000 mots au total, on a 13 000 mots de vocabulaire. C'est quand même 2 ou 3 fois plus élevé que l'anglais ou le français. Et pour l'Inuktitut, ça bat tous les records. Pour 50 000 mots, on a 30 000 mots uniques. Donc, on a un gros vocabulaire, même pour un texte de cette taille. Donc, en fait, ce ratio-là, c'est connu des linguistes. C'est un indice de la complexité morphologique d'une langue. Parce que l'Inuktitut, c'est reconnu pour être une des langues les plus complexes morphologiquement. Et comme la plupart des langues autochtones du Canada, c'est une langue polysynthétique. OK. C'est quoi une langue polysynthétique? Bon, il y a beaucoup de critères linguistiques, là, mais en gros, ça se résume assez simplement, c'est qu'un seul mot, comme le mot que je n'essaierai pas de prononcer, mais qu'on a en haut de la diapo, un seul mot correspond à toute une phrase en anglais ou en français. Donc ici, ce mot-là, ça correspond à « il veut acheter un grand bateau », parce que c'est une langue avec des morphèmes qui peuvent se composer. Donc on parle avec une racine, puis on ajoute des morphèmes, et on peut en ajouter une certaine quantité assez élevée. Et chaque morphème va ajouter une unité de sens, va peut-être modifier grammaticalement, va ajouter une condition, une façon, un temps. Donc, il y a une assez grande quantité de ces morphèmes-là. Ils peuvent se composer assez librement. Et dans le corpus que nous, on a, en moyenne, chaque mot est composé de 5,8 morphèmes. Donc, le mot qu'on voit à l'écran, il est à peu près typique là, des mots qu'on rencontre les plus fréquemment en Inuktitut. Et ce qui est un peu particulier de l'Inuktitut, c'est que la, la on ne fait pas simplement juxtaposer les morphèmes, les mettre bout à bout. Chaque morphème qu'on ajoute va modifier légèrement, surtout le morphème précédent, mais il peut aussi être modifié lui-même ou modifier son voisin. Donc, j'ai donné 3 exemples ici, là, où on voit une racine composée avec un morphème, puis dans un cas, il y a une consonne qui disparaît, dans l'autre cas, il y a une consonne qui est changée, remplacée par une autre, ou même remplacée oui, dans les deux cas, mais c'est le morphème précédent ou le morphème suivant qui est modifié. Donc, tous ces phénomènes-là, ça rend... on ne peut pas simplement regarder le mot puis extraire les morphèmes facilement. C'est pas évident. Donc, là, ça met un peu ça pose les conditions dans lesquelles on va devoir travailler, là, et on va voir que on voit que la notion de mot en Inuktitut, c'est très différent de celle qu'on a en français ou en anglais. Donc, pour notre modèle de langue, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, juste un petit rappel, on vient de le voir, c'est que le modèle de langue, il nous donne la probabilité d'un mot, étant donné son historique, pour tout mot du vocabulaire. Ça veut dire que si on a un mot qui n'est pas dans le vocabulaire, on ne pourra pas prédire sa probabilité et on ne pourra pas calculer la probabilité de la phrase. Donc, il faut travailler avec un ensemble fini de mots. Typiquement, on va prendre les N mots les plus fréquents dans l'ensemble d'entraînement. Il y a d'autres critères, par exemple, on peut choisir les mots qui apparaissent plus que 2 fois, plus que 3 fois, mais l'idée, c'est qu'il faut fixer notre vocabulaire. Et ce qui veut dire que quand on va avoir un nouveau texte qu'on n'a pas utilisé dans l'entraînement, il va y avoir une certaine quantité de mots qui ne feront pas partie de notre vocabulaire, ce qu'on appelle les mots hors vocabulaire. Puis en pratique, pour les humains, entre autres, si 2% ou moins de mots hors vocabulaire, on peut quand même comprendre le texte. Il y a un mot de temps en temps qu'on ne connaîtra pas, mais ça ne nous empêchera pas de saisir le sens. Et la même chose pour la reconnaissance de la parole. Si on a 2% de mots hors vocabulaire, on va peut-être avoir 4 ou 6% d'erreurs causées par ces mots-là. C'est tolérable.
Donc, si on va avoir 2% ou moins de mots en vocabulaire, quelle taille de vocabulaire il nous faut? Bien, pour l'anglais, c'est à peu près 20 000 mots. Pour le français, c'est à peu près 65 000 mots. Et l'Inuktitut, ben, comment on fait pour le savoir? On va fixer des tailles de vocabulaire, puis on va regarder ce que ça nous donne comme taux de mots en vocabulaire. Donc, on va tracer une courbe comme ça. Donc, en X, on a la taille du vocabulaire. En Y, on a le taux, quel pourcentage de mots sont hors vocabulaire. Là, on a les deux courbes qui sont pour nos deux domaines. Ce qu'on constate, c'est que pour les Hansard, même avec, bon, pour une taille comparable à l'anglais ou au français, aux alentours de 20 000 mots, avoir peut-être 30 de mots en vocabulaire, ce qui est très élevé. Et même si on prend tous les mots qu'on voit dans l'ensemble d'entraînement, 1,3 million, on va quand même avoir 20 de mots en vocabulaire. Mais sur les histoires orales, ce vocabulaire-là de 1,3 million de mots, il va nous donner 60 de taux hors vocabulaire. Ça veut dire que si on prend une histoire orale qui n'était pas dans notre ensemble d'entraînement, il y a plus de la moitié des mots qu'on n'a jamais vus. C'est un gros problème. En fait, quelle taille il faudrait pour avoir 2 de mots hors vocabulaire? On peut essayer d'extrapoler, mais on n'aura jamais de corpus assez grand pour étendre nos courbes vers la droite. Il y a un linguiste qui a fait le calcul c'est pas pour l'Inuktitut directement, c'est pour une langue dans la même famille très apparentée, le Yupik, à l'ouest de l'Alaska. Et lui a calculé que les combinaisons de morphèmes légales dans cette langue-là, ça peut donner naissance à 1,27 fois 10 à la 23 mots, qui est un chiffre très gros. En fait, je n'ai pas retrouvé la présentation, mais j'ai vu dans une conférence quelqu'un qui avait relevé la coïncidence. Ce nombre possible de mots-là, ça correspond à peu près au nombre d'étoiles dans l'univers observable. Donc, c'est vraiment une quantité astronomique. Bon, c'est clair qu'il va falloir faire une croix sur l'idée d'utiliser un vocabulaire fini de mots, parce qu'on n'en aura jamais assez pour avoir 2. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, une solution, c'est d'utiliser des unités plus petites que les mots, mais lesquelles exactement? Donc, c'est ce qu'on nous, on a regardé, ce qu'on a dû regarder, on n'a pas le choix. Donc, je jette un coup d'œil sur l'heure. OK. Donc, la chose la plus évidente, c'est de découper nos mots plutôt en morphèmes et de modéliser les suites de morphèmes. Donc, ça semble plus adapté aux problèmes des langues polysynthétiques, entre autres, parce qu'ils sont complexes morphologiquement. Mais ce n'est pas évident à faire. En fait, des gens ont essayé de faire de la décomposition en morphèmes de l'Inuktitut par règle, et la couverture de ces systèmes-là est très faible. Et si nous, on a regardé sur nos corpus, et la couverture, il y a seulement 46 des mots de nos ancêtres, puis 23 des mots de nos histoires orales qui peuvent être analysés de cette manière-là avec l'analyseur. Il y a des façons non supervisées de le faire, comme Morphosat. Donc, ça implique de prendre notre corpus de mots, entraîner un extracteur de morphèmes qui va essayer de manière non supervisée de découvrir les morphèmes. On va convertir notre texte en morphèmes et là-dessus, on va pouvoir faire notre modèle de langue. Ce que ça donne, c'est ce qu'on voit au bas de l'écran. Donc, la première ligne, c'est les mots originaux. La deuxième ligne, c'est les mots décomposés en morphèmes par cet analyseur non supervisé. On voit qu'il y en a beaucoup qui restent entiers quand même. Et on voit aussi qu'on a introduit des marqueurs de début et fin de mots. On aurait pu introduire des marqueurs juste aux frontières entre les mots. Nous, on a essayé plusieurs combinaisons et c'est ce qui fonctionne le mieux. Et c'est un peu normal parce que il y a des morphèmes qui peuvent apparaître seulement en début, seulement en fin de mot, et qui ne peuvent pas apparaître en isolation. Donc, ces propriétés-là, c'est capturé par ce type de marqueur-là. L'autre possibilité, c'est d'utiliser, et c'est la méthode, on va dire, de base ou la méthode par défaut en NLP, c'est d'utiliser des bypair encoding ou une version que les gens désignent par sentence-piece. Mais en fait, sentence-piece, il y a deux algorithmes à l'intérieur. Il y en a un de BPE, puis l'autre, c'est Unigram Language Model. Donc, on va appeler ça ULM ici. Je ne veux pas laisser la language model explicite parce que il y a un modèle de langue à l'intérieur de la technique, là, mais c'est juste une façon d'extraire des unités pour faire un modèle de langue. Donc, des unités BPE, des unités ULM, c'est la même chose. On entraîne l'extracteur sur l'ensemble d'entraînement, on convertit nos textes, puis là, on fait le modèle de langue.
Donc, à quoi ça ressemble? C'est ce qu'on voit dans les 3 lignes, les différentes décompositions possibles. C'est un peu différent entre BPE et ULM, mais c'est difficile à dire laquelle qui va fonctionner le mieux. Et dans Sentence Piece, qui est une des implémentations de ces techniques-là, on spécifie la taille du vocabulaire. Donc, il y a une optimisation à faire entre la taille du vocabulaire, donc le nombre de mots hors vocabulaire et la perplexité de notre modèle de langue. Plus on a d'unités, plus on va pouvoir réduire la perplexité parce que ça va être plus facile à prédire. Mais notre taux de mots, ou plutôt l'inverse, moins on a d'unités, plus c'est difficile à prédire. Et notre taux de mots hors vocabulaire descend. Et donc, la troisième façon, en fait, qui nous a été suggérée par l'Inuktitut lui-même, c'est que c'est une écriture syllabique. Donc, on a déjà une segmentation en syllabes. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? L'avantage, ce serait peut-être on va pouvoir capturer des contraintes phonologiques. Et entre autres, une très forte, c'est que les syllabes, c'est un ensemble fini. On ne peut pas dire un mot en Inuktitut avec n'importe quelle combinaison de phonèmes. Il y a juste 3500 quelques syllabes de possibles. Et l'autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'entraîner sur un corpus. En fait, les syllabes sont déjà données par la langue elle-même. Donc, le genre de décomposition que ça donne, on le voit en bas. Ici encore, on a essayé divers types de marqueurs entre les mots, début de mots, fin de mots, etc. Et c'est des marqueurs doubles, début, fin de mots, un peu pour la même raison que les morphèmes, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de syllabes qui peuvent apparaître plus au début d'un mot, plus au début de l'autre mot. Donc, je vais aller un peu plus vite sur cette façon-là, parce que c'est les mêmes étapes, peu importe les unités. Donc, on entraîne l'extracteur, on fixe une taille de vocabulaire. On convertit nos textes, évidemment, dans ces unités-là, et on remplace les unités en vocabulaire par un symbole spécial. Là, ce que je veux préciser ici, c'est qu'on avait plusieurs sources, comme on l'a vu. Et donc, c'est important d'entraîner un modèle de langue séparé pour chaque source. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire une évaluation croisée, c'est-à-dire qu'on va évaluer la perplexité et le taux de mots en vocabulaire du modèle de langue développé sur chaque source, sur chacune des autres sources. Donc, on va avoir, si on a une source, on va avoir n carré évaluation. Pourquoi? Parce que c'est important pour déboguer. On va tout de suite voir si on a un problème, par exemple, si, comme ça nous est arrivé, là, si chacun de nos domaines correspond à des dialectes différents. On ne connaît pas la langue, on ne la comprend pas, on ne comprend même pas l'écriture. Donc, c'est la seule façon de détecter ce genre de problème-là. La même chose, on a eu d'autres cas où c'était les conventions d'écriture qui étaient différentes. Donc, la même langue, le même dialecte, mais avec d'autres conventions d'écriture, ce qui est fréquent aussi dans les langues peu dotées parce que souvent, les écritures sont récentes, sont encore en train d'évoluer. Ça nous permet aussi d'évaluer l'apport de chaque source à l'autre, parce qu'il y a des sources qui vont être complètement non pertinentes, qui ne vont rien apporter, qui vont juste peut-être même diminuer la performance de notre modèle. Donc, c'est important de le faire. Et ensuite, une fois qu'on a peut-être déterminé des sources à éliminer ou des sources problématiques, on veut quand même combiner toutes nos sources ensemble. Si on a des modèles N-gram, il y a une façon mathématique de les interpoler, les différents modèles de langue qu'on a obtenus de manière optimale pour minimiser la perplexité. Sinon, si on a des modèles neuronaux, on peut combiner les sources en prenant différentes quantités de chaque source. Et par exemple, pour entraîner un LSTM, pour les unités syllabiques, si on utilise juste notre source intradomaine, on a 40,9 de perplexité. Si on ajoute des phrases du Hansard, on peut réduire la perplexité quand même pas mal, jusqu'à 28,6. Mais c'est une limite. À un moment donné, si on ajoute trop de phrases de Hansard, qui est un domaine qui ne matche pas exactement notre domaine cible, mais là, notre perplexité commence à remonter, donc ce qui est moins bon. Donc, il y a une quantité optimale qu'on a déterminée expérimentalement. Donc, voilà. Est-ce que on expérimentait avec les unités, on les entraînait, on les évaluait. Je vais vous présenter les résultats s'il me reste un peu de temps. Et est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se terminer? C'est ce qu'on va voir. Comment on fait pour comparer la perplexité avec des unités différentes
si les vocabulaires, déjà, si les vocabulaires ne sont pas de la même taille, on ne peut pas comparer les perplexités directement. Puis si on a des unités différentes, euh, c'est encore moins. Donc, la façon de le faire, bon, je vais vous donner des résultats de perplexité de calculer de la manière normale, mais il y a une perplexité aussi par caractère latin. C'est introduit par Cottrell pour comparer des modèles de langue sur différentes langues, mais ça s'applique dans notre cas parce qu'on peut avoir, on a différentes unités, donc on veut pouvoir comparer sur une base uniforme. Et donc, là, ce que je vous présente là, c'est les modèles de N-gram. Donc, si on essaie de modéliser la langue avec les mots, si on prend un vocabulaire de 129 000 mots là, qui est typique, on va avoir un taux de hors vocabulaire énorme. Et les valeurs de perplexité, en fait, ne font même pas de sens. Il y a tellement de mots hors vocabulaire que ça donne des chiffres astronomiques sur la perplexité normale. Et si on élimine les mots hors vocabulaire, ça donne quand même des chiffres. Ça ne donne rien de mettre les chiffres ici, ça ne veut rien dire. Si on utilise les morphoseurs qui extraient les morphèmes complètement automatiquement de manière non supervisée, là, on commence à avoir un vocabulaire raisonnable et un taux de mots hors vocabulaire raisonnable avec une perplexité de 2200. Il y a une façon d'entraîner Morphoseur en lui ajoutant les morphèmes segmentés par règle pour les mots pour lesquels c'est possible. Donc, c'est ce qu'on a appelé semi-supervisé. Et là, quand même, on obtient une nette amélioration de la perplexité. Là. Plus c'est petit, mieux c'est. Les unités que les gens utilisent par défaut en NLP, si on fixe le vocabulaire à 3000, il n'y a pas de problème avec les mots en vocabulaire puisque certaines de ces unités-là peuvent être des caractères uniques. Là. Donc, on peut fabriquer n'importe quel mot avec cet ensemble d'unités-là. Et la perplexité est quand même beaucoup meilleure que ce qu'on a avec les morphèmes. C'est surprenant. Mais je pense que ça tient beaucoup au fait que nos morphèmes ne sont pas vraiment morphémiques. Là. Il y a beaucoup d'erreurs dans la segmentation morphème. Et l'autre type d'unité, de sentence piece, fonctionne beaucoup mieux. On va peut-être voir notre théorie là-dessus. Mais de manière surprenante, ce qui fonctionne encore mieux, c'est les syllabes. Donc, on a un certain nombre de mots hors vocabulaire. C'est des mots empruntés qui ont des combinaisons de syllabes possibles en tout. Et ça donne quand même une perplexité qui est notablement meilleure que les ULM pour la même taille de vocabulaire. Donc, dans ce cas-là, on peut comparer directement les perplexités par unité. Mais finalement, la perplexité, c'est une indication de performance sur notre tâche finale qui est en fait la reconnaissance automatique. Donc, la vraie mesure, nous, c'est les erreurs de reconnaissance. Et là encore, on a un problème avec les mots. Parce que le taux d'erreur en mots, ça compte les insertions, les suppressions, les substitutions. Donc, ça peut être au-dessus de 100%. Et c'est ce qu'on obtient, en fait, dans nos premiers résultats. On a obtenu 108% d'erreur. C'est un peu décourageant. Avec les morphèmes, on améliore nettement ça. Et c'est encore là, comme la perplexité nous l'indiquait, c'est les syllabes qui donnent le meilleur taux d'erreur, le taux d'erreur le plus bas. Mais 74%, vous me direz que c'est quand même un taux très élevé. Très, oui. Mais la raison de ça, c'est que, en fait, ce n'est pas une mesure vraiment adéquate pour les langues polysynthétiques. Parce qu'on se rappellera que les mots sont très longs et un seul caractère de faux dans un mot très long, c'est une erreur de mot. Donc, en fait, les mots en moyenne là, dans notre corpus de développement ont 14 caractères en moyenne. Donc, on peut se tromper d'un seul caractère. Est-ce que ça influence l'intelligibilité? Est-ce qu'on perd le sens en changeant juste un caractère? On ne sait pas vraiment. Peut-être qu'une mesure qui serait logique, ce serait d'utiliser les morphèmes, puisque chaque morphème apporte sa contribution au sens total du mot. Le problème, c'est, comme on l'a vu, sont très difficilement identifiables. Il n'y a pas de façon fiable de les détecter, de découper le mot morphème. Les syllabes, ça pourrait être une mesure. Et en fait, si on regarde le taux d'erreur en syllabes, pour notre 74-75% d'erreur en mots, on a 30% d'erreur en syllabes, ce qui commence à être un taux d'erreur intéressant.
Mais est-ce que ça reflète vraiment, est-ce qu'une erreur de syllabe reflète vraiment l'équivalent d'une erreur de sens? On ne le sait pas. Peut-être les phonèmes seraient une unité logique parce que, en fait, la définition du phonème, c'est que c'est l'unité la plus petite qui permet de distinguer deux sens dans une langue. Donc, peut-être qu'il faudrait compter notre taux d'erreur en erreur de phonème. Mais encore là, ça ne serait pas toute l'histoire parce que le découpage en mots est important. On pourrait avoir 100% de phonèmes bien reconnus, mais si les mots ne sont pas bien découpés, ça ne sera pas intelligible non plus. Donc, en fait, c'est une question qui reste ouverte. Là. On n'a pas de réponse encore. On espère pouvoir travailler là-dessus. Oui. Donc, il y a une chose peut-être que je voudrais noter avant qu'il me reste quelques minutes, c'est que si vous avez suivi comme il faut, vous allez voir que je n'ai pas fourni le taux d'erreur pour les unités plus NLP, là, BPE ou ULM. Pourquoi? Ben, c'est qu'on ne les a pas fait à cause d'un problème technique. C'est que nous, on voulait comparer toutes les unités, tous les modèles de langue avec le même modèle acoustique, mais notre modèle acoustique, c'est un modèle phonétique. Et donc, ce n'est pas possible de trouver la transcription phonétique des unités BPE. Donc, la façon de le faire, ce serait sur les phonèmes plutôt que sur les caractères. C'est ce qu'on a commencé à faire, c'est en cours. Et on a des résultats, bon, peut-être un preview là, très intéressant, c'est-à-dire que les unités BPA, on l'a vu, fonctionnent beaucoup moins bien que les ULM. Et les unités ULM, en fait, ils vont découper nos mots de manière complètement automatique. Mais si on regarde ce que c'est le découpage, c'est que les unités d'un caractère, c'est des phonèmes, parce qu'on les fait sur les phonèmes. Et les unités de deux caractères, c'est en très grande majorité des syllabes. Et les unités de plus de deux caractères, c'est en très grande majorité. En fait, ceux qu'on a été capable d'identifier, c'est en grande majorité des morphèmes. Et en fait, c'est peut-être encore plus des morphèmes qu'on pense parce que notre analyseur morphémique, comme on a vu, est loin d'une couverture peut-être de 23%, donc il en détecte juste 25%. Donc, on dirait que les unités ULM vont refléter à la fois les contraintes phonologiques des syllabes et à la fois les contraintes morphologiques des morphèmes. Et en fait, un article assez récent de Bostrom et al. Montre que l'algorithme de ULM, c'est presque exactement celui de Morphosor. C'est le même objectif, la même fonction objectif qui est optimisée. Il y a juste quelques probabilités a priori qui sont différentes. Donc, ce ne serait pas surprenant que ULM nous donne des unités proches des morphèmes. Ah oui, c'est l'article en question. Donc, à retenir le pré-traitement, juste pour le sommaire, résumer tout ce qu'on a vu. Le pré-traitement, oui, c'est nécessaire, mais on essaie de faire le strict minimum, surtout quand on ne connaît pas la langue. Ce qui est crucial, c'est le choix des unités. Et il ne faut pas aller par défaut au mot ou par défaut au byte pair encoding. Il y a souvent d'autres et de meilleures possibilités et qui donnent des résultats très différents. L'adaptation domaine, il faut toujours la faire et il y a plusieurs façons de la faire. C'est un problème, c'est une grosse partie du travail. Et finalement, il ne faut pas oublier que notre but, c'est de minimiser le taux d'erreur sur la tâche finale. Et là, pour les langues polysynthétiques, on n'a pas de réponse encore. On ne sait pas comment mesurer le taux d'erreur sur la reconnaissance de langue polysynthétique. Voilà, bon, je voudrais, en terminant, remercier Vichois avec qui on a fait tout le travail là, sur les langues autochtones, et Roland Kuhn qui a mis sur pied le projet de technologie langagière pour les langues autochtones et tous les partenaires sur ce projet-là, avec qui on a collaboré, avec qui on a échangé des données et des idées. Et si vous voulez plus de détails sur ce que j'ai présenté, il y a ces 3 articles-là qui publient tous ces résultats. Voilà. Bon, ben, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Gilles, pour cette introduction au monde, au monde très particulier du traitement de la parole. Ok, moi qui suis bien familier avec d'autres domaines de l'apprentissage automatique, le texte et d'autres choses, je réalise que en t'écoutant, je réalise à quel point la parole demande un artisanat ce qui est spécifique et qui est propre à lui. Donc, il y a déjà plusieurs questions. Moi, j'en aurais une aussi, mais je vais d'abord commencer avec celle-là, aux questions ou affirmations.
La première de Victor Boucher. La syllabe est une université universelle de parole. On peut les segmenter, mais on ne peut pas segmenter des mots en paroles parce que ce sont des unités tirées de systèmes d'écriture européens. Le seul principe opérationnel de segmentation au-delà de la syllabe en parole est la mémoire tampon. Oui, oui, mais nous, ce qu'on constate dans notre travail sur les langues peu dotées, surtout sur les langues autochtones, c'est que la plupart ont un système d'écriture qui est très, très proche de la phonétique. Donc, c'est sûr que les langues occidentales ou les langues qui ont une plus longue histoire d'écriture, l'écriture c'est vraiment éloigné de l'écriture phonétique. Mais donc, dans les langues avec lesquelles on travaille, nous, c'est très proche de l'écriture phonétique. Donc, les syllabes sont une unité peut-être plus naturelle que pour les langues occidentales, là, comme le français. En fait, j'aurais moi une question qui serait un peu en rapport avec celle-là. Euh, Quels sont le traitement qui suit en fait cette étape-là? Est-ce que vous utilisez des transformeurs, par exemple? Parce qu'on sait que les transformeurs, au-delà du vocabulaire de départ, ils ont une capacité, on ne sait pas exactement encore pourquoi, dans les MLP qui le constituent, ou on ne sait pas encore exactement comment, ils ont une capacité de travailler même avec un vocabulaire qui n'est pas nécessairement adapté, mais comme de l'agréger quelque part à l'intérieur de leur modèle, puis d'accumuler de la connaissance autour de ça. Oui, OK. Bon, la première question, est-ce qu'on travaille avec les transformeurs? Oui, ou avec d'autres types de modèles neuronaux aussi. Mais là, je ne voudrais pas aller dans les détails super techniques, mais le problème qu'on a pour la parole, c'est qu'on a des séquences très, très longues comparées. Les séquences sonores là, sont très, très longues et ont beaucoup de trames comparées à la longueur des mots, des séquences écrites. Et on est obligé d'utiliser des techniques comme le décodage CTC, tout ça, pour adapter ces deux longueurs-là. Et, OK, mais sans aller dans les détails techniques, c'est que le contexte qui est conservé quand on évalue cette fonction de loss-là, de CTC il y en a d'autres, là, ASG, il y a d'autres loss qui sont utilisés pour faire l'alignement. Euh, on perd beaucoup du contexte à long terme. Parce que c'est ASG, CTC, ils gardent simplement le contexte d'une unité. Donc, l'unité BPE, par exemple, de byte per unit. Donc c'est pour ça qu'en reconnaissance, on rajoute un modèle de langue sur les mots ou sur des plus longues unités par-dessus cette modélisation. Il y en a une quand même, mais on obtient des gains assez notables de performance en ajoutant une modélisation directement sur les unités parce que ça permet de l'avoir à plus long terme. Et là, ça peut être des modèles, il peut y avoir des modèles de transformeurs, autrement dit, dans la partie bout en bout, mais on ajoute un autre modèle qui peut être aussi un modèle de transformeur pour modéliser juste les suites d'unités. Merci, Gilles. Une question de Iban Arlouchet. Bonjour, vous avez dit qu'il y a un nombre limité de syllabes, 3500, mais vous incluez tout de même le token unknown. Pourquoi? Aussi, comment traitez-vous le phénomène de diglossie, les mots mathématiques, télescope, web, Saint-Hyacinthe, Trudeau, etc. Oui, OK. Ouais, puis on pourrait rajouter le problème aussi de mots qui sont empruntés et auxquels on rajoute, qu'on emprunte directement de l'anglais, auxquels on ajoute des morphèmes, des ludicides après. Donc, bon, premièrement, c'est qu'il y a des mots qui sont empruntés qui ne respectent pas les contraintes de syllabes. Donc, c'est de ces mots-là qu'il y a des combinaisons de phonèmes qui n'appartiennent pas aux syllabes. Mais c'est assez rare. Dans notre corpus, surtout d'histoire orale. Et dans les Hansard, en fait, c'est beaucoup plus fréquent, puis on a des nombres, des dates, des noms propres et tout ça. Et là, ce qu'on a fait, on les a simplement éliminés, ignorés pour l'instant. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter plus tard. Mais là, on commence à se rapprocher des problèmes de code switching qui sont un problème, qui est un problème important en reconnaissance de la parole. Là. Donc,
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ça sur la glace en attendant de le traiter comme les autres problèmes de code switching. Et bon, ça peut être critiqué là, comme approche, mais c'était simple. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois une main levée aussi. Je ne sais pas si c'est la main pour saluer ou c'est pour poser une question. Donc, Edith, si jamais tu veux poser une question, écris-la sur le chat. Sinon, ben, moi, j'aurais encore une question. Euh, Ben, on le sait que justement, les systèmes, par exemple, basés sur les transformers, ont une capacité à, à construire des représentations intermédiaires automatiquement. Entre autres, pour le langage, il y a des modèles de transformers qui sont basé sur le caractère uniquement, ok, ou même des fois sur le byte, ok, ou sur les bytes eux-mêmes, qui n'ont aucune réalité linguistique, en fait, c'est purement accidentel, mais quand même, on réalise qu'à l'intérieur d'eux, ils sont capables de construire une forme de tokenisation plus profonde ou plus sémantique à l'intérieur d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ou peut-être que ça ne s'applique pas du tout à cause du lien avec l'acoustique dans votre cas. Non, non, en fait, oui, ça pourrait s'appliquer. Je dirais que c'est plus un problème pratique, là. C'est qu'on fait affaire, si on veut le faire au niveau des trames acoustiques, c'est des très longues séquences. Donc, il faut un transformeur qui a une attention de plusieurs centaines d'unités. Mhm. Puis là, ça cause des problèmes pratiques. Mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas encore porté fruit. Mais je dirais qu'il faut probablement faire des modifications, entre autres pour tenir compte de la différence de longueur, mais peut-être pour d'autres choses aussi, avant que ça puisse fonctionner correctement. Mais je dirais que c'est une direction là, qui est en train d'être investiguée, mais qui est investiguée. Merci. Donc, il y a un mot, je ne suis pas convaincu, je ne sais pas si tu peux y répondre. Combien de mots je ne sais pas si tu le vois dans le chat, je me prononcerai même pas à le lire. Igloo Vigatia. Attends, je ne vais pas me prononcer à le lire. Ouais, non, je ne vois pas le chat. J'ose pas appuyer sur le bouton qui me donnerait peut-être accès, de peur de C'est le casser quelque point chose. d'interrogation, en fait. Voilà. Mais c'est quoi? C'est un long mot? C'est un très long mot, oui. OK, mais ça désigne une langue? Non? Je ne sais pas, Victor Boucher, c'est un mot dans quelle langue? Ou peut-être que Victor, vous avez vous-même c'est en Inuktitut. Est-ce que vous-même, vous avez la réponse à ça? Non, peut-être pas. OK. Non, mais si c'est un mot en Inuktitut qui me demande combien de mots en anglais équivalents, mais je ne parle pas l'Inuktitut, que je lis très, très lentement l'écriture syllabique, là, et pas tous les caractères. Donc il s'agit d'un seul énoncé mot. Ben, écoutez, peut-être qu'on pourrait répondre à ça par email, en l'analysant puis en le regardant, Gilles. Ouais, ouais, désolé, mais je pense que je n'aurai pas de réponse. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, dans le fond, ça va mettre un terme à cette classe de maître. Donc ne vous gênez pas pour nous écrire, pour nous proposer des choses, pour discuter de ça ou pour proposer même peut-être des sujets de classe de maître. Euh, donc Gilles, on est en traitement de la parole ici, mais c'est presque un aspect préalable. Euh, bah, peut-être une dernière question ici, avant de quitter. Bonjour, sachant que ce n'est pas tout le monde qui s'entend nécessairement sur la segmentation des mots en Inuktitut, avez-vous accès à des informateurs ou à des informatrices? OK, sur la segmentation des mots en morphème ou sur Des mots, sur la segmentation des mots. Je ne sais pas. OK, Donc, Samuel Laperle. oui. Ben, en fait, on n'a pas dialogué directement avec des informateurs, mais on avait
les transcriptions du centre pyruvique. Donc, eux ont fait la segmentation des mots. Là. Eux sont des experts de la langue. Si on parle de la segmentation en mots, proprement dite, là, donc elle était déjà faite par les experts en transcription. La segmentation de mots en morphème qu'on utilisait comme expert de référence, en fait, c'est l'analyseur par règle de Benoît Farley. En principe, c'était notre standard, notre référence, notre vérité terrain, en fait. D'accord. De la part de Fred, Anne-Laure Jousse, de la part de Fred au Gilles for President. Donc, je pense que ça peut mettre une fin à cette classe de maître. Merci beaucoup, Gilles. Merci à toute l'audience. Ne vous gênez pas pour nous écrire, commenter ou proposer. À la prochaine classe de maître. Merci tout le monde.